Salut à tous, c'est Flippies et bienvenue pour ce deuxième épisode de Log. Aujourd'hui, il va être question de l'un des lieux les plus importants de One Piece, tant par ce qui s'y trouve, mais aussi par ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il est question de Zou. Nous allons commencer par ses caractéristiques, nous verrons ensuite les événements qui s'y sont déroulés, et enfin nous terminerons par les possibles inspirations qui ont permis à Oda de créer ce lieu si atypique. Tout comme l'archipel Shabondi, Zou n'a pas de localisation puisqu'il s'agit d'une île située sur le dos d'un éléphant géant en mouvement nommé Zunisha. L'île se déplace donc en permanence dans le Nouveau Monde, la rendant quasiment introuvable, à moins de posséder la vivre carte d'une personne sur l'île. En parlant des personnes de l'île, Zou héberge le peuple des Minks, des êtres mi-hommes, mi-animaux qui y vivent depuis plus de 1000 ans. Cela implique que Zunisha marche depuis autant de temps et qu'il a probablement connu le siècle oublié. Cette civilisation s'est adaptée aux conditions de vie sur le dos de l'éléphant, notamment aux éruptions pluvieuses que Zunisha expulse de sa trompe pour se laver. Grâce à cela, les Minks se sont fournis en poissons et autres denrées indispensables à leur prospérité. Le dos de l'éléphant est divisé en deux zones distinctes, le duché de Mokomo qui constitue la ville dirigée par le duc Inuarashi et la forêt de la baleine, territoire de Nekomamushi. Cette même forêt abrite l'arbre de la baleine à l'intérieur duquel se trouve l'un des 4 rots poneglyphes. L'arc en lui-même apporte son lot de révélations sur ce fameux poneglyphe, mais aussi sur les Mugiwara et sur les empereurs. Et malgré sa durée relativement courte, il a fait l'effet d'une bombe dans One Piece. En effet, l'arc dure seulement 23 chapitres et 29 épisodes, ce qui est très court par rapport aux arcs Dressrosa et Whole Cake entre lesquels il prend place. Pourtant, il ne s'est pas passé un instant sans qu'une information ou un événement important ne se soit passé. Nous y apprenons notamment l'existence des rots de poneglyphes, 4 poneglyphes rouges sur lesquels sont inscrites différentes coordonnées permettant de localiser Raftel. Grâce à cela, la quête du One Piece devient alors plus concrète que jamais. Nous découvrons également que toutes ces stèles ont été gravées par le clan Kuzuki, dont Oden, le vrai père de Momo, est le descendant. C'est aussi là que nous rencontrons le dernier samouraï du trio, Raizu le ninja. Et ça ne s'arrête pas là puisque Inuarashi et Nekomamushi nous dévoilent avoir navigué aux côtés de Barbe Blanche puis de Goldie Roger lorsqu'ils accompagnèrent le seigneur Oden dans son voyage. Le groupe de Luffy n'est pas en reste puisqu'il retrouve celui de Sanji qui a disparu quelques jours plus tôt. Nous découvrons alors que Capone, émissaire de Big Mom, est venu capturer César et Sanji afin de marier ce dernier à la 35e fille de la famille Charlotte. Ainsi nous découvrons qui est vraiment Sanji, le 3e fils de la famille Vinsmoke, leader du Jerma, la plus grande organisation d'assassins de North Blue. Quant à l'eau, il retrouve Beppo et le reste de son équipage. Lui et Luffy forment d'ailleurs l'alliance pirate Ninja Mix, se séparant en 4 groupes chacun avec une mission bien particulière. C'est également l'arc où nous rencontrons la première personne avec une prime atteignant le milliard de berry, Jack la sécheresse, l'une des 3 calamités de Kaido. Détenteur du Zoan mythique du mammouth, ce dernier a pratiquement rasé le pays pour retrouver Raizo. Et enfin nous apprenons que Zunisha est capable de communiquer avec Momonosuke et Luffy d'une manière semblable à celle des rois des mers, capacité qui va permettre à l'éléphant de balayer la flotte de Jack avec une facilité déconcertante. Cet arc a donc été très intense et riche en révélations, mais le meilleur c'est qu'il va nous permettre de découvrir tout un tas de lieux réels et imaginaires. Voyons donc les différentes sources d'inspiration qui ont permis à Oda de créer ce lieu si atypique. Nous pouvons établir plusieurs significations à Zou. Déjà, cela se traduit par éléphant en japonais. Zou se prononce aussi d'une manière semblable au mot zoo qui désigne les parcs animaliers, tout comme Zunisha qui héberge un peuple d'hommes animaux à fourrure. Zunisha peut aussi être la contraction de Zoo pour éléphant et de Ganesha, un dieu éléphant étant l'un des plus vénérés en Inde. Ce dernier porte également le nom de Ganesh et est entre autres dieu de la vertu et du savoir dans la mythologie hindoue. Fils de Parvati et de Shiva dont on avait déjà parlé dans le Wanted sur Barbe Noire, Ganesha est à l'origine né avec une tête humaine. Et comme souvent avec les mythologies, il existe de nombreuses versions à cette histoire. Dans l'une des plus célèbres, Parvati aurait confié à son fils alors âgé de 5 ans la garde de la salle d'eau. Lorsque Shiva rentra de la guerre, il n'avait pas encore eu l'occasion de voir son enfant. Ganesh ne connaissant pas son père non plus, il lui refusa donc l'accès à la salle. De colère, Shiva lui trancha la tête. Une fois que Parvati clarifia la situation, le père envoya ses serviteurs chercher la tête de la première créature vivante qu'il rencontrerait, et ce fut une tête d'éléphant. Dans une autre version, Shiva est également responsable, puisque lorsque Parvati lui présenta son enfant, le dieu ouvrit son 3e œil réduisant la tête de son fils en cendres. Il la remplaça alors par celle du premier animal qu'il rencontra, le fameux éléphant. Et encore dans une autre version, c'est carrément Parvati qui condamna Ganesha à avoir une tête d'éléphant et un gros ventre en représailles de son succès ravageur auprès des femmes. Bref, une multitude d'explications, toutes plus différentes les unes que les autres. Passons maintenant à l'apparence de Zunisha, et là encore on peut distinguer plusieurs ressemblances. Tout d'abord, il semble plus inspiré par l'éléphant d'Asie que par celui d'Afrique, puisqu'il existe quelques différences entre les deux animaux. Ensuite, on peut y voir une forte ressemblance avec Elephant Rock, un rocher ayant la tête d'un éléphant situé dans les îles Vestman en Islande. La ressemblance est accentuée par l'aspect rocheux de Zunisha dû à son grand âge. Zou n'est pas non
plus sans rappeler le tableau Les éléphants de Salvador Dali réalisé en 1948. De gigantesques pattes pourraient être l'explication de sa capacité à traverser les eaux du Nouveau Monde. Dans la cosmologie hindouiste, nous pouvons y voir une ressemblance avec The World Elephant, selon lequel notre monde serait porté par 4 éléphants géants, eux-mêmes portés par une tortue encore plus grande. Ce concept existe également dans la mythologie chinoise et a été repris par Terry Pratchett dans son œuvre des Annales du Disque Monde. Il s'agit d'un univers play circulaire supporté par The World Elephant mais dans le cosmos. Une lune et un soleil gravitent également autour de ce disque. Ce monde est séparé en 4 continents où chacun dispose de son propre thème, c'est-à-dire qu'un continent est peuplé par des vampires et des loups-garous alors qu'un autre est à l'image de la mythologie grecque et nordique, et il existe beaucoup d'autres thèmes et personnages. Ici nous sommes donc dans un univers de fantasy utilisant beaucoup les codes des romans de ce genre tels que Le Seigneur des Anneaux de Tolkien pour ne citer que lui. Il y a cependant une différence notable puisque Pratchett utilise la satire étant devenue sa marque de fabrique au fil des années, et qui fait du Disque Monde un univers burlesque. On trouve d'ailleurs dans son œuvre des tas de références et de clins d'œil à notre monde tels que le cinéma, la musique, les arts martiaux et même Shakespeare. Je soupçonne donc Oda de s'être inspiré de cet auteur et pas nécessairement que pour l'éléphant. Déjà la séparation du monde en 4 fait écho à la map de One Piece, et tout comme les Annales du Disque Monde, l'histoire est très portée sur un humour burlesque avec les interactions entre les personnages et plus particulièrement les Mugiwara. Et bien entendu One Piece regorge de références et de clins d'œil à notre culture et à notre monde comme j'essaie de vous le montrer avec les logs et les wanted. Après ce n'est peut-être qu'une coïncidence, après tout comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Terminons désormais avec les inspirations de la civilisation se trouvant sur son dos. Et croyez-moi, Zou nous réserve encore de belles surprises. Pour la forêt, c'est tout simplement des villages dans les arbres comme on peut en trouver dans le monde et dans les fictions. Mais il y en a tout de même une qui a retenu mon attention. Lors d'une visite de l'atelier d'Oda, nous avons pu découvrir qu'il possédait des figurines Star Wars et qu'il aimait donc la saga. D'ailleurs, pour l'anecdote, Toriyama s'est lui aussi inspiré de Star Wars pour dessiner des véhicules et certains paysages de Dragon Ball. Ça ne m'étonnerait donc pas que Oda se soit inspiré de la planète Endor pour dessiner la forêt des Minks. Et cette hypothèse est renforcée par le peuple d'Endor, les Ewoks, une tribu d'êtres poilus. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est bien sympa de se dire que ces deux univers peuvent être liés. On retourne dans notre monde avec la cité de Crowtown qui constitue le duché de Mokomo, directement inspiré de Sanaa, la plus grande ville et la capitale du Yémen. Située à plus de 2000 mètres d'altitude, elle fait également partie des villes les plus anciennes encore habitées, puisqu'elle a été découverte au Xe siècle avant Jésus-Christ. Sanaa a notamment été déclarée par l'UNESCO capitale culturelle du monde arabe, et elle fait partie du patrimoine mondial depuis 1986. Encore une fois, nous pouvons y voir un parallèle avec Zou, l'un des derniers lieux où l'histoire des poneglyphes est connue, écriture qui permet d'accéder au véritable savoir du monde de One Piece. Ce parallèle culturel est poussé encore plus loin puisque l'architecture de la ville a particulièrement inspiré Oda pour dessiner les maisons et la fortification. Autre point intéressant qui est peut-être plus une coïncidence, la tombe pour Coran. En 1972, la grande mosquée de Sanaa révéla une pièce secrète lors des travaux de rénovation. À l'intérieur sont découverts plusieurs parchemins anciens qui se révèlent être des fragments de Coran. Là où ça devient intéressant, c'est qu'ils sont datés du 8e siècle, ce qui en fait le plus vieux Coran découvert à ce jour. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que ces parchemins sont des palimpsestes, c'est-à-dire que les lignes d'écriture les plus anciennes ont été en partie effacées puis recouvertes par de nouvelles. Et cette ancienne version a révélé de nombreuses différences avec la version officielle du Coran. Cette découverte totalement hasardeuse a donc conduit à un bouleversement majeur des fondements de l'islam. Cette fameuse pièce appelée tombe pour Coran me rappelle alors beaucoup l'intérieur de l'arbre en forme de baleine qui dissimule le poneglyphe afin de le protéger de potentiels pillages, tout comme la salle de la mosquée. Lors des quelques plans larges sur la cité, nous avons également pu apercevoir des façades de construction incrustées dans les murs. Là encore, nous avons droit à une très belle inspiration culturelle du site archéologique Nakshi-Rostam en Iran. Ce site est en fait des bas-reliefs pour les tombes des rois achéménides. Nakshi-Rostam, signifiant le portrait de Rostam, accueille notamment le cube Zoroastre et des reliefs sassanides. Mais le plus impressionnant, ce sont les tombeaux des rois achéménides directement taillés dans la pierre. Parmi eux, celui de Darius Ier et celui de Xerxès Ier, deux noms qui ne vous sont sûrement pas inconnus si vous avez vu 300. Et enfin, l'architecture du temple de Nekomamushi partage plusieurs similitudes avec les Rumah Gadang, les maisons traditionnelles Minangkabau. Les Minangkabau, et je m'excuse de la prononciation, sont un peuple d'Indonésie provenant du Sumatra. Au final, Zou est une île très riche en inspiration potentielle. On peut y voir des références à l'éléphant rock, à la mythologie hindouiste, au Disque Monde, à Sanaa, à Rostam ou encore à Rumah Gadang. Et c'est ça que je trouve vraiment merveilleux, c'est que Oda arrive à nous émerveiller avec des lieux si atypiques après 80 tomes. Ces lieux sont vraiment atypiques et riches en références culturelles dans son sens le plus large. Cet épisode de log touche à sa fin. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver nos sources en description si vous souhaitez approfondir le sujet. Dites-nous en commentaire si vous avez repéré d'autres inspirations ou clins d'œil potentiels. Vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee, le lien est en description. Merci à tous d'avoir regardé ce log, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt sur l'archipel.